Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle FLSON S1 Pro qui m'a été envoyée gratuitement par la compagnie FLSON. Ceux qui se souviennent dans mes anciennes vidéos, je m'étais payé la FLSON SR. Une imprimante que j'avais vraiment adorée, puis je pense que ça a apparu parce que j'ai refait plein de vidéos pour la modifier, la convertir en clipper et tout. Et là aujourd'hui, ils m'ont proposé la S1 Pro, qui est une version améliorée de la S1. S1 qui avait des petites lacunes, on ne se le cachera pas, elle était bruyante, il y avait des petites affaires qui n'étaient pas parfaites, mais quand on la bidouillait, on était capable d'atteindre une très bonne impression et une très bonne imprimante, que dis-je, oui. Mais sinon, la FLSON Pro, c'est quoi exactement? On va en parler là. Alors, je m'excuse, c'est tellement gros comme colis que on voit que ma tête. Pas le choix. Alors, la première imprimante au monde à atteindre des vitesses de plus de 1200 mm/s avec des accélérations maximales de 40 mm/s et un débit de pointe de 110 mm/s3 avec un volume d'impression de 320 mm par 430 mm avec une chambre fermée qui est chauffée, bien sûr. La buse est en acier trempé de 0,4 mm avec une chauffe de 350 Celsius. Le plateau, quant à lui, atteint les 120 Celsius et en chauffe, bien entendu, et possède une plaque texturée en PEI avec deux zones de chauffage intelligent. Le premier cercle de chauffe est de 220 mm et le second cercle de chauffe est de 220 à 320 mm. L'imprimante est équipée d'une alimentation UPS qui lui permet de sauvegarder les derniers déplacements et de déplacer la buse dans un endroit sécuritaire pour ne pas abîmer l'impression, bien entendu. Elle possède aussi une caméra de surveillance avec la plupart des fonctions AI, avec toutes les fonctions comme la détection de filaments, le colmatage du filament, détection des débris et j'en passe. Un bruit réduit de 55 dB, ce qui est la bienvenue pour ma part. L'imprimante possède un compartiment pour la bobine de filament qui est chauffé pour bien déshydrater votre filament. Un compartiment avec filtre EPA plus charbon activé. Vous avez un écran tactile couleur de 7 pouces. Le firmware fait ses mises à jour par OTA. Par contre, toutes ces spécifications sont bien intéressantes, mais vous devez bien comprendre que c'est toujours en fonction des maximales, ce qui veut dire variable en fonction de votre impression et de votre slicer. Et un point important sur la hauteur de 430 mm, elle diminue progressivement avec la largeur, ce qui donne 383 mm sur les bords les plus à l'extérieur. Sinon, quelles sont les différences entre la S1 Pro et la toute première S1? Alors, j'ai fait quelques petites recherches, comme tout bon complotiste que je ne suis pas, donc j'ai fait des recherches. C'est pas facile, j'ai jamais eu la S1. Alors, la première différence, c'est le volume d'impression. Sur la S1, on parlait de 320 par 430. Sur la S1 Pro, on est à 383 par 430. Sur la S1, le bruit était à 67 dB. Sur la S1 Pro, on est à 55 dB. La partie extrudeur de la tête d'impression est entièrement en métal, le boîtier, levier, etc. Sur la S1, c'est en plastique. La S1 Pro utilise un brise-chaleur bimétallique contre un brise-chaleur en titane doublé d'un PTFE sur la S1. Et l'écran tactile est de nouvelle génération si je ne m'abuse. Sinon, c'est pas mal ça pour les caractéristiques de la S1 Pro. Alors, ce que je vais faire maintenant, je suis rendu à l'ouverture de la boîte. Ça n'a juste pas de sens, une aussi grosse boîte. Elle est énormément lourde, je vous le dis tout de suite. Ça m'a pris bien de l'énergie pour être capable de la mettre sur mon bureau. Maintenant, je vais essayer de la déballer tout seul. Et je vais vous faire en timelapse parce que je ne crois pas que ce soit une valeur ajoutée de vous voir regarder comment je vais faire des efforts incroyables pour l'ouvrir. Alors, on passe au déballage.
C'est déjà monté, ça me prend environ, je vous dirais 3/4 d'heure facile, là. C'est pas que c'est compliqué à monter, il faut juste prendre son temps, bien faire les choses. Quand tu es habitué, à 10 minutes, c'est réglé, là. Mais sinon, ben, premier constat, l'écran, c'est vraiment bien, mais il y a un fil de moins, c'est bizarre, je ne sais pas si c'est normal, je vais vous mettre une photo là, il y a le 2 et le 3 qui est branché en mode USB-C, mais le 1, il n'y en a pas. C'est sûrement normal parce que j'ai regardé la vidéo de FLSON, puis c'est la même chose. Et on a le connecteur qu'il faut mettre. Il y a aussi un petit port USB-C que j'ai remarqué qui était tout seul, qui lui, il n'y a rien, aucune indication. Je ne sais pas à quoi il sert. Sinon, ben, les panneaux, les vitres, je dirais que ça manque un peu d'huilage. C'est dur. Je ne sais pas si c'est voulu. D'après moi, c'est voulu. C'est peut-être pour quand tu as fait ces tests d'ADXL, excusez, c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de jeu. Fait que peut-être c'est pour éviter que la porte, justement, vibre dans les tests d'ADXL. Même chose pour celle-ci. Alors, je pense que c'est normal. Mais sinon, ça s'ouvre quand même bien. Ça va quand même assez loin, là. Je vois jusque-là, là. C'est quand même assez loin. On a un plateau en PEI normal, texturé. De l'autre côté, ben, c'est une plaque. C'est pas une plaque imprimable, je crois. Je ne suis pas sûr, là, mais ça ne ressemble pas d'une plaque imprimable. Sinon, le magnétique semble bien fonctionner. Il a de l'air très solide. On a 2 guides en arrière qui nous permettent de repositionner le plateau instantanément. On a un bouton d'alimentation ici, 2 ports USB. Ça nous explique quelle vis qu'on doit utiliser. Bizarrement, dans le kit, j'avais toutes les vis pour assembler mes panneaux, mais en dehors, bizarre. Mais je n'avais pas les vis qui demandaient pour les petites poignées ici, pour celle-là d'en haut et celle-là d'en bas. Alors, j'ai utilisé les autres vis qui étaient fournies avec le kit. Il y en a quand même suffisamment. Donc, ça a corrigé le problème. Mais effectivement, je n'avais pas ces vis-là bizarres. Sûrement dans le packaging que ça s'est produit. Sinon, ben, dans l'ensemble, ça semble propre. On a une petite bandelette dans le fond. Ce que je vais faire, je vais vous faire des plans rapprochés pour bien vous montrer. Mais elle apparaît bien. Le premier coup d'œil est beau. C'est vraiment beau. Ça semble vraiment qualitatif. Pour le moment, je n'ai rien à redire. Ce que je vais faire maintenant, je vais l'étudier un peu plus. Je vais vous faire des plans rapprochés pour vous montrer un petit peu tout. Puis, est-ce que je vais aller voir à l'intérieur pour les 4 mètres? Je ne le sais pas. Alors, si on regarde de plus près, on a ici la partie du haut qui est l'emplacement pour venir insérer la bobine. Donc, c'est monté sur roulement à billes. Alors ça, c'est bien pensé. On a un capteur d'humidité ici. On a des petits trous en haut là. Je crois que c'est pour la chaleur. Je ne peux pas vous garantir. L'insertion du filament se fait là. Ici, on a un petit compartiment qui se trouve être un petit contenant de silicagel tout simplement. Ça permet de garder votre filament sec lorsque l'imprimante est fermée. Donc, pour cette partie-là, c'est terminé. Ensuite, ici, on a la tête d'impression, comme on connaît, montée sur des tiges en carbone. Maintenant, ça semble être bien monté. On voit qu'ils sont attachés ce coup-là. Alors, ça semble bien monté. J'ai rien à dire là-dessus. La tête semble être en métal, je veux dire, genre de petite tôle. Ça semble quand même correct. Là, je la connais pas, c'est embêtant. On a la petite caméra qui est ici, juste là. Nos tendeurs de courroie. En haut, on a les moteurs à boucle fermée, je crois. Ici, on a le PTFE qui est quand même assez long, avec un union qui est ici. J'aime moins l'union, mais j'imagine que c'est pour aider à démonter la tête si on a besoin. Sinon, en haut, on voit que le système de bobine est bien isolé pour pas que la chaleur puisse être un problème rapport à l'intérieur de l'imprimante. Ensuite, le plateau est ici. Notre écran, là, vous me voyez, bonjour. Alors, bouton d'alimentation, port USB. Ça semble être qualitatif, comme je vous dis. Ici, c'est un rang d'indicateur. Donc, c'est pas mal ça pour les plans rapprochés. Pour ceux qui avaient des doutes si j'allais vous montrer l'intérieur, ben là, vous en avez plus. Et oui, je vous la démontre pour vous. Alors, on voit ici l'intérieur sur le dessus, dans le fond, de l'imprimante. On voit ici le système UPS. Donc, on a un système qui permet de couper le courant, je crois, à moins que ça soit un filtreur, mais je crois que c'est plus peut-être un système de relais, je ne suis pas trop sûr.
Sinon, on voit les condensateurs ici, le système électronique qui permet d'allumer, couper l'imprimante sûrement. Je m'avance pas trop, j'ai un doute. Sinon, on voit ici le système de ventilation. Ils l'ont réduit parce que celui d'origine était plus gros, mais il faisait vraiment beaucoup de bruit. Donc, il semblerait que lui est moins bruyant puis aussi efficace. On voit ici les moteurs à boucle fermée. On en a 3 parce que c'est une Delta. Donc, c'est quand même assez bien conçu. Et ici, la dite carte mère. Donc, on peut voir ici qu'on a un lecteur de carte micro SD. On a un petit driver moteur ici. Petit ventilateur pour refroidir le driver. Le CPU qui semble ici. Donc, bien conçu. Je ne peux pas vous lire tout ce qu'il y a dessus, là, mais on peut voir que c'est quand même très bien assemblé. Alors, pour la qualité de montage, rien à redire. Alors, si on regarde la partie du dessous, on a les patins. On a 3 patins en caoutchouc. C'est quand même bien conçu. C'est antidérapant. C'est vraiment bien pensé pour les patins. On en a 3. On a la plaque ici que j'ai enlevée. Par contre, les fils sont très courts. Je ne pourrais pas trop la tasser comme vous pouvez voir. C'est très court comme fil. Je ne veux pas trop tirer non plus. Sinon, si on regarde le plateau, on a 3 capteurs de pression qui permet justement de détecter la buse lorsqu'elle touche le plateau. Et si je m'en vais ici, on a l'alimentation qui est une alimentation de 36 volts, 10 ampères. Et un petit peu plus loin, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas facile là. Et voilà, on a ici la fameuse carte UPS, c'est elle qu'on voit là. Elle a plein de condensateurs, c'est ce qui permet d'emmagasiner le courant. Et lorsqu'on a une perte d'alimentation, c'est elle qui prend le relais puis qui permet à l'imprimante de pouvoir sauvegarder les configurations d'où vous êtes rendu et de déplacer la tête pour la mettre en position sécuritaire. Et ici, on a un MOSFET qui permet de démarrer la chauffe du plateau. Alors, c'est quand même bien pensé, bien conçu. Alors, c'est ça pour le dessous de l'imprimante. Pour les plus curieux d'entre vous, on peut même y accéder à partir du dessus. Donc, on enlève la dite plaque. Et voilà. Donc, on a accès. On peut voir ici l'UPS. Et l'alimentation est dans le fond là-bas. Notre prise de courant et notre système de relais qui est juste dans le fond là. Alors, c'est quand même bien fait. Donc, le plateau est quand même très rigide, il est pris sur 3 supports qui se trouvent être les pesées qui sont juste installés ici. Donc, lorsqu'on vient appuyer sur le plateau, ça détecte, les petites pesantures détectent que vous avez une pression appliquée. Donc, il peut le détecter partout. Avant de faire les premiers démarrages, je vais installer la bobine de filament qu'ils m'ont fourni avec, qui est une bobine de 500 grammes de PLA HS, qui est du PLA haute vitesse dans le fond. Alors, je vais le déballer tout simplement. Et voilà. Hop là. Scan. Yep. Et voilà. Bien entendu, je vais couper le petit bout ici. On va le couper à 45. J'essaie toujours de le mettre un petit peu droit, là, pour ne pas laisser une courbe. Je pense que c'est plus facile quand ça rentre dans l'extrudeur. Vous lui donnez une chance, en tout cas. Et voilà. Donc, maintenant, j'ouvre la partie du haut et je viens insérer, comme ça ici, je viens rentrer mon filament en premier, comme ça. Et voilà. Maintenant, je peux sans problème. Par contre, je pense que je vais être obligé de le rentrer jusqu'à la buse parce qu'il n'y a rien qui le pousse à la buse. Alors, c'est un petit peu, voyez-vous, ouais. Et voilà. Là, je viens de passer le joint, puis là, je suis à la buse. Donc, je vais le rentrer comme ça. Alors, ça s'insère quand même bien, mais on voit qu'on ne peut pas mettre la bobine puis insérer le filament parce qu'on n'a pas de place à venir. Je peux quand même pousser un petit peu, mais c'est pas idéal. Fait que insérer le filament avant de mettre la bobine, c'est plus facile. Maintenant, on va regarder pour la démarrer. Premier démarrage. On est maintenant rendu au premier démarrage de l'imprimante. J'allume l'interrupteur qui se trouve être en arrière et j'appuie sur le bouton « Démarrer en avant ». On voit le logo Effelson qui apparaît avec sa petite animation Effelson S1 Pro. Donc, pour le moment, tout semble bien fonctionner. La lumière vient de s'allumer. J'entends un petit ventilateur qui vient de démarrer.
il y a un petit bruit. On dirait qu'il manque d'huile. Ça semble venir dans le coin de la bobine. Donc, c'est peut-être le ventilateur qui permet une circulation de chaleur. Je ne sais pas. Alors donc, on arrive ici, première interface, on a français, anglais, toutes les langues. Donc, je clique sur français et je vais sélectionner mon réseau. Comme on peut voir, je n'ai pas de 5 GHz, donc c'est seulement en 2.4. Alors, je vais cliquer sur 2.4 et je vais écrire mon mot de passe. L'écran est très réactif. Donc, j'écris mon mot de passe. Comme ça ici. Et voilà, je fais rejoindre. On va regarder si ça va fonctionner. Connexion réussie. Alors, je vais faire confirmer. Donc, je peux faire maintenant suivant. On va regarder qu'est-ce qu'elle va faire. Ça me donne mon adresse IP qui est ici. Et voilà. Nouvelle version décrite. Donc, il semblerait qu'il y ait une mise à jour. Alors, je vais tout simplement faire... Attendez un peu, on ne voit pas bien l'écran. Je vais vous baisser l'intensité pour vous permettre de mieux voir. Et voilà. Donc, nouvelle version décrite. Alors, on voit la traduction, c'est pas parfait. Alors, on peut faire reporter ou mettre à jour. Donc, je vais faire mettre à jour ici. Et voilà, on va laisser le temps à la mise à jour de se faire. Et voilà, la mise à jour est maintenant terminée. On arrive à l'écran principal. Alors, l'imprimante, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je n'ai pas eu à faire plein de tests pour calibrer la machine avant de faire la mise à jour. Donc, elle m'a offert tout de suite une mise à jour en arrivant à l'écran d'accueil. Mais, contrairement aux autres modèles d'imprimantes que j'ai reçus, celle-ci, au premier démarrage, n'a fait aucune calibration. Alors, j'imagine que je vais devoir le faire. Je vais vérifier. Je vais regarder comment le firmware, comment l'écran, fonctionne. Puis, je vous reviens dans quelques minutes. Au démarrage de l'imprimante, vous arrivez sur cet écran. Maintenant, on va regarder les fonctionnalités. Remarquez bien cet écran-là. On voit l'imprimante, on voit les vitesses toutes. Donc, c'est comme une interface de démarrage, si on veut. Mais ce qui est bizarre, c'est que si je regarde mes paramètres comme ici, c'est la section fichier d'impression qui se trouve être à l'intérieur de l'imprimante. Donc, on en a 2, 4, 6, on en a 7. Alors, je vais sûrement les imprimer. Donc, on peut y accéder en cliquant dessus et en démarrant ou en reculant tout simplement. Et j'ai ici les paramètres. Donc, j'ai le déplacé, j'ai la température ici, donc température de la buse, du plateau, j'ai refroidissement, j'ai aussi les pré-réglages pour les filaments, pour le système de déshydratation. Ensuite, la chambre, le refroidissement de la chambre. Ensuite, ici, j'ai le filament. Donc, je peux charger, décharger le filament. Ça, vous n'aurez pas le choix de l'utiliser par rapport que vous n'avez pas de petites manettes pour engager, désengager votre filament. Donc, vous allez devoir le charger et le décharger à chaque fois. Ensuite, on a l'onglet calibration qui est très importante. Donc, je vais devoir faire toute la calibration ici. Je vais devoir toutes les cocher comme ça et faire la calibration en appuyant sur Start. Bien important. Maintenant, ici, si on regarde, vous avez le compte. Donc, vous pouvez connecter votre imprimante à votre compte que vous allez vous créer. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser votre application cellulaire. Alors, vous cliquez sur Région, vous sélectionnez votre région et à partir de là, vous allez pouvoir vous connecter sans problème. La section Wi-Fi, donc, c'est pour vous connecter à votre réseau sans fil. Vous avez l'option aussi IA, qui est l'intelligence artificielle, qui vous permet d'actionner, de tout surveiller, dans le fond, le filament de détection, colmatage, arrêt, reprise, les débris et le spaghetti qu'on va activer. Ensuite, vous avez l'onglet Général. Donc, vous avez ici Power Off après l'impression. Donc, si vous le cochez, quand l'impression va être terminée, elle va couper son alimentation. Vous pouvez demander aussi une veille d'écran. Moi, je vais mettre jamais parce que j'aime avoir mon écran allumé. Et Auto Power Off, on pourrait dire après 1 heure, éteins-toi. Donc, quand l'impression est terminée, elle va s'éteindre après 1 heure. Aussi simple que ça, c'est bien pensé.
vous pouvez changer votre langue ici et la luminosité de votre écran. Ensuite, vous avez un guide. Donc, vous scannez les codes barres puis vous pouvez accéder au mode d'emploi et à la FAQ. Ensuite, vous avez à propos. J'ai encore une mise à jour. Donc, bizarrement, je viens d'en faire une puis il m'en propose un autre. Il aurait dû me faire celle-là tout de suite. Comme ça, je n'aurais pas perdu de temps. On voit même le petit point rouge. Voyez-vous, ce point rouge-là indique que j'ai une mise à jour. J'étais à la version 1.0.013 et il me propose une autre version. Donc, c'est ici qu'on voit le à propos. Vous avez un code ID. Vous pouvez faire un Restore Factory Setting, chose que je vais sûrement faire quand je vais avoir terminé ma mise à jour pour être sûr que je vais pouvoir faire mes détections qui sont ici, donc ma calibration. Je vais sûrement refaire un Restore ici, reporter, donc ici Restore Factor Setting, sûrement. Et sinon, ben, vous avez un petit bouton ici qui est très intéressant, qui vous permet d'aller vous promener dans vos dossiers de votre clipper, de votre imprimante. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez accès aux fichiers, le bench code. Donc, vous avez accès à vos G-codes qui sont ici. Alors, si je fais retour, les vidéos, donc les timelapses sûrement, et JNL que je ne connais pas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller ici, comme ça, et on va activer la mise à jour. Et on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, on vient de terminer la mise à jour et maintenant, ça me dit que veuillez effectuer à nouveau la mise à niveau du lit et la compensation des vibrations. Bizarrement, je ne l'ai jamais faite. Il aurait dû m'apparaître ça au début. Alors, je vais faire confirmer ici. Voyez-vous, l'écran que j'ai là, si je m'en vais dans mes menus ici, là, si je regarde les nouveautés, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment. Si je fais le tour, j'en vois pas pour le moment. Donc, ça, c'est ce que je vais devoir faire. Ça, il n'y a pas de nouveauté non plus. Qu'on soit dans le sans-fil, IA, il n'y en a pas plus. Je vais les réactiver. Donc, tout semble normal. Je n'ai plus de mise à jour. Et les dossiers, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à notre écran et nos fonctionnalités. Maintenant, si je veux revenir à l'écran où on voyait la petite imprimante, je ne sais pas comment faire. J'ai beau fouiller partout. Je peux allumer ma lumière, mais je ne peux pas revenir du tout à l'écran. Fait que si vous le savez dans les commentaires, dites-moi-les, mais je ne sais pas comment faire pour revenir à l'écran de démarrage. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer la calibration qui se trouve à être ici. Ici plutôt, calibration. Et voilà, je vais cocher les 3 qui sont là et je vais démarrer tout ça. Comme ça. Et je ne peux pas les faire les 3 en même temps. C'est bizarre. Donc, je vais devoir les faire un par un. Étalonnage des moteurs, compensation des vibrations et nivellement du lit. Donc, je vais devoir les faire un par un. Je commence tout ça et on regarde qu'est-ce que ça donne. Avant de faire le test de calibration, je voulais vous faire écouter un bruit que j'entendais au début. Je pensais que c'était un ventilateur qui tournait mal, qui manquait de lubrification, mais c'est pas ça. Ça se trouve être les moteurs à boucle fermée qui causent ce bruit-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait ça. C'est la première fois que j'entends ce type de bruit-là avec des moteurs à boucle fermée. Je vous fais entendre de plus près, vous allez voir. Je ne sais pas si on entend bien le son. Et voyez-vous, si je bouge la tête, on sent que le son change. Mais la minute que je désactive les moteurs, écoutez bien, terminé. Donc, c'est vraiment les moteurs en boucle fermée, lorsqu'ils sont en mode repos, créent ce bruit-là. Quand on les désactive, terminé, on n'a plus de bruit. J'imagine qu'en cours d'impression, ça va complètement disparaître, mais en mode repos, on les entend un petit peu. Maintenant, je démarre les tests. Maintenant,
Maintenant que tous les tests de calibration sont terminés, on va pouvoir passer à l'ordinateur pour vérifier si on peut l'interfacer web et quel logiciel qu'on doit utiliser pour créer nos slices. Et ensuite, on va pouvoir démarrer les impressions qui sont dans l'imprimante. Si on prend quelques minutes pour regarder la page web du fabricant, alors on a ici la Effelson S1 Pro qui est environ 1499 €. Si vous prenez la S1, tout court, elle est à 100 € de moins. Donc, à vous de voir lequel qui vous parle le plus. Sinon, si on regarde la S1 Pro, vous avez toute la page qui vous parle de toutes ces caractéristiques. Alors, je vais vous laisser la regarder. Je ne commencerai pas à vous la décrire. Vous êtes assez grand pour ça. Sinon, ben, si on s'en va ici sur la S1 Pro, sur le wiki, ben, vous avez toutes les particularités de la S1 Pro. Donc, vous allez pouvoir tout lire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Vous avez plein de liens. Et en bas ici, vous avez Effelson Slicer. Donc, on a la dernière version, la 2.02. Je vais la télécharger et je vais la tester. On va voir si elle fonctionne bien. Donc, je clique ici. Ça m'amène là, donc Windows Download. Et voilà, mon slicer se télécharge. Il me reste juste à l'installer. On va maintenant regarder si l'interface web fonctionne bien. Alors, on s'en va ici, on rentre l'adresse IP de notre imprimante. Pour ma part, c'est celle-ci. Je fais Entrer. Et voilà, ça fonctionne très bien. J'ai accès à ma caméra, à ma console. J'ai mes accélérations ici, mes températures, les fichiers qui sont dans l'imprimante. Sinon, les positions, l'extrudeur, les macros sont ici. Vous avez aussi les options comme le ventilateur, celui de la boîte, les LED, le déshydrateur, le ventilateur, le dryer heater, donc c'est le déshydrateur, l'élément chauffant du déshydrateur. En avant, on a une genre de barre LED, mais vous pouvez faire allumer soit orange, rouge ou blanc. Ça va vous indiquer sûrement le print. Donc, si vous pouvez les allumer, vous en fermez un, vous ouvrez l'autre, ça fonctionne. Laser, ça, j'ai pas trouvé c'était quoi encore. Les moteurs calibration. Donc, vous avez quand même beaucoup d'options. Vous avez ici la webcam qui est quand même plein écran, c'est intéressant. L'option de console, l'option de leveling, quand même pas si pire, là. C'est pas extrême comme leveling. Ça aurait pu être meilleur, mais c'est quand même fonctionnel, là. Sinon, vos G-Code, G-Code Viewer, et voilà, donc ça fait le travail. Je vous dirais, vous avez l'historique et la machine, donc tous vos fichiers sont là, fichiers qui sont bien sûr accessibles, donc si vous cliquez sur un fichier, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et le modifier sans problème. Donc c'est une imprimante qui est quand même assez ouverte malgré tout. C'est pas une imprimante complètement ouverte, mais vous avez quand même accès à faire des petites modifications. Alors maintenant, on va regarder pour installer le logiciel. On va maintenant installer le logiciel Effelson Slicer, donc je double-clique dessus pour l'installer. Et voilà, c'est en français l'installation. Je vais faire suivant, créer une icône sur le bureau et installer. J'ai plus besoin de cette fenêtre-là. Donc normalement, il devrait me créer une icône ici. On va le laisser terminer. Et voilà, il a créé mon icône. Donc exécuter, terminé. Alors, il va me démarrer le slicer en question. Alors, on va attendre qu'il démarre. Et voilà. Alors, l'interface est quand même bien. Donc, bienvenue sur Effelson Slicer. Commencer. Alors, moi, dans mon cas, c'est Amérique du Nord. Suivant. Donc, c'est la Effelson S1 Pro que je possède. Donc, c'est le fun de voir qu'elle est dans le slicer. On a quand même d'autres modèles. Et voilà. Alors, je fais suivant. Donc, je vais tout prendre les filaments. Je ne me casserai pas trop la tête. Et voilà. Donc, je suis maintenant dans mon slicer qui ressemble beaucoup au slicer d'Orca Bamboo Lab. C'est quand même assez ressemblant. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer les impressions. Pour le slicer, je n'en ferai pas une vidéo. Je vais tout simplement, je vous ai montré dans le fond qu'il y avait un slicer, mais je ne le montrerai pas dans la vidéo. Je vais juste faire les impressions, puis créer d'autres impressions, tout simplement. Puis ça va se limiter à ça pour cette vidéo-là. On est maintenant rendu à insérer notre filament dans notre PTFE. Alors, je le rentre comme ça ici et je le pousse. Je n'insère pas ma bobine tout de suite parce que je vais avoir beaucoup de misère à pouvoir rentrer mon filament aussi facile que ça.
Et voilà, je le sens bien rentrer au fond. Maintenant, je pousse ma bobine et je peux pousser quand même un petit peu ici, là. Et je m'en vais dans la section filament et je vais faire charger, confirmer. Et là, et voilà, c'est en train d'extruder. C'est aussi simple que ça pour le rentrer. Par contre, vous devez faire un bon biseau en coupant votre filament. Ne rentrez pas votre filament coupé à plat, vous allez avoir de la misère. C'est pas parfait. Mais quand on le coupe en biseau, ça fonctionne très bien du premier coup. Alors maintenant, on va regarder pour sortir le filament. Alors, pour décharger le filament, c'est simple, bizarre en même temps, mais c'est simple. Je vous explique. Si vous allez dans la fonction décharger, il vous apparaît un écran qui vous dit que vous devez détacher le petit système de pneu fit qui est ici. Donc, vous devez appuyer et sortir votre pneu fit pour accéder à votre filament. Et avec une pire de pince, vous venez couper juste au bord de votre PTFE tout simplement. Comme ça, vous pouvez sans problème enlever votre bobine et pouvoir changer votre couleur ou votre sorte de filament. Et ensuite, vous allez dans décharger et vous faites, regardez, il apparaît un écran qui dit OK, tu dois enlever ton pneu fit, c'est quand même bien fait. Et vous faites suivant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le filament. Donc, il ne sort pas par en haut, il pousse par en bas. Et apparemment que la raison est simple, c'est qu'avant, il sortait. Mais ça créait des bouchons. Alors, ils se sont rendus compte que beaucoup de monde avait des bouchons parce que le filament, il sortait, puis ça créait des bouchons pour X raisons. Donc, ils ont changé la procédure. Donc, c'est comme ça que vous allez devoir sortir votre filament, tout simplement. Et après ça, vous venez remettre le petit système de pneu fit. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont installé ce petit adapteur-là. C'est dans le but de pouvoir éjecter votre filament. On est maintenant prêt à démarrer nos impressions en mode time-lapse. Donc, je démarre tout ça et on regarde qu'est-ce que ça donne à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai démarré mon impression, j'ai pris le Benchy. Tout s'est bien passé, l'imprimante a démarré, c'est vraiment fou la vitesse que ça imprime. Le plateau est un petit peu long à chauffer, ça a pris un bon 2 minutes avant qu'il atteigne son 60 degrés. Sinon, le bus, c'est carrément instantané, ça monte très vite. Mais bizarrement, rendu à cette hauteur, ben ça s'est décollé du plateau. Alors, mon plateau était quand même très propre, je l'avais nettoyé avant, je vais le nettoyer encore, je vais relancer une impression. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, je vais peut-être devoir mettre de la colle. Pourtant, c'est un plateau en PEI. Alors, je me suis dit, si ça ne colle pas, c'est sûrement parce que ma première couche n'est pas parfaite. Normalement, elle aurait dû être parfaite vu qu'elle fait sa calibration et tout. Mais ils ont quand même mis une option d'ajustement pour le Z-Offset dans l'écran d'impression. Fait que j'ai dit, je vais l'utiliser, mais je vais me faire une première couche pour vérifier. Puis effectivement, quand on regarde, c'était pas parfait. Alors, je l'ai ajusté, puis maintenant, elle est solide. Pas mal plus qu'avant. Donc, j'ai refait mon test, puis c'est très solide. J'ai eu de la misère à le décoller. Donc, on va regarder ça 8 minutes pour le Benchy. Je fais les autres pièces, puis on regarde tout ça dans la conclusion.
Et voilà, on est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai testé pour vous aujourd'hui la toute nouvelle Effelson S1 Pro, une imprimante qui est vraiment incroyable, mais elle a des petites lacunes encore, oui, je vous dirais, parce que j'ai vécu des petites choses. Il y a des choses que j'ai testées, que j'ai trouvées bizarres, parce qu'on n'est pas habitué, tu sais. Mais je vais vous en parler, vous allez voir, on va faire le tour. Sinon, ben, dans la vidéo au début, j'expliquais que les différences entre la S1 et la S1 Pro, ben, je parlais du plateau d'impression qui était plus grand, mais non, c'est le même plateau. On parle de 320 par 430, que ce soit la Effelson S1 ou la S1 Pro, c'est le même plateau. Par contre, ils ont changé le système de ventilation sur le dessus, qui est un CPAP, qui lui est un peu moins bruyant. Il est plus petit, puis il est aussi efficace, semblerait. Et il y a le système de partie d'extrudeur qui lui est tout en métal, et l'écran tactile qui apparemment serait de meilleure qualité. Sinon, ben, on peut mettre ça là, on n'en a plus besoin. On va parler des points faibles tout de suite, des petits points que j'ai accrochés, on va dire. Dans les points faibles, ben, on a le lidar. Le lidar, pour ma part, je ne l'ai jamais vu marcher. Je crois qu'il n'est pas activé. Alors, peut-être qu'ils vont l'activer dans les prochains firmware, je ne le sais pas. Mais dans celui-ci que j'ai eu, pourtant j'ai fait toutes les mises à jour, le lidar n'a jamais vérifié ma première couche, il n'a jamais fait de test. Donc, pour ma part, il n'est pas activé. C'est ce que je pense. Maintenant, la première couche, ben, je n'ai pas eu le choix de l'ajuster parce que normalement, on s'entend qu'un imprimante de ce type-là, de cette qualité-là, est supposé faire son leveling et lorsque tu imprimes, la première couche devrait être parfaite. Alors, je n'ai pas eu le choix de la réajuster, elle n'était pas parfaite, donc pas assez écrasée ou à des places, en tout cas, c'était pas top. Mais un coup ajusté, parfait, elle allait très bien. Les moteurs à boucle fermée, ben, ils font du bruit. On les entend, même quand ils ne tournent pas, quand l'imprimante est en mode arrêt, si vos moteurs sont activés, on les entend chanter. Ils font de la musique. Alors, je vous dirais que c'est déplaisant un petit peu quand elle ne tourne pas. Mais sinon, quand elle tourne, ben, oublie ça, là. On les entend faire de la musique, mais je vous dirais qu'avec une imprimante comme ça, c'est pas anormal qu'elle soit bruyante un petit peu. Ensuite, c'est la première fois que je dois démonter un tube PTFE sur l'extrudeur pour être capable de sortir mon filament, le couper et le sortir. C'est une façon de faire qu'ils ont adopté parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes par le passé avec la S1. Il y avait des bouchons qui se créaient. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Il semblerait qu'ils ont fait ça pour éviter les bouchons. Puis effectivement, ça fonctionne quand même très bien. Par contre, le système d'union qu'ils ont utilisé avec des pneus fit, ça aurait peut-être été plus le fun si j'aurais eu des aimants. Tu sais, genre un système qui est magnétique que j'aurais pu enlever et j'aurais pu, à partir de là, couper mon filament, il aurait sorti, je l'aurais remis, puis ça aurait centré automatique. Ça, je crois que ça aurait été mieux. Mais ils ont opté pour le système pneu fit. Je crois que c'est parce que dans le côté, je ne vous l'ai pas montré, mais dans le côté de l'autre bord, il y a un petit trou. Ça, c'est pour ceux qui voudraient imprimer avec des bobines qui ont plus qu'1 kg. Parce que dans le haut, on peut mettre juste des 1 kg. Donc, si vous avez des plus grosses bobines, ben vous avez ce trou-là. Et j'imagine que l'union qu'ils ont mis, ça sert à ça pour être capable de pouvoir utiliser ce type de bobine-là. Ensuite, quand on demande à l'imprimante de se fermer après une impression, lorsqu'elle a fini d'imprimer, ben, après X nombre de minutes, comment on l'a programmé, ben, elle va s'arrêter. Mais on entend toujours un ventilateur dans le bas ici qui tourne tout le temps. Donc, elle ne se ferme pas complètement. Elle fait comme fermer son clipper, elle ferme l'écran, mais on entend toujours un bruit de moteur qui tourne. Alors, ça aurait pu être bien qu'elle se coupe complètement. J'ai dû désactiver la détection de spaghetti car après une impression, durant une impression, l'imprimante s'est mise en pause et elle me disait qu'elle avait détecté du spaghetti alors que tout était parfait, il y avait 0 spaghetti. Donc je l'ai redémarré puis ça a très bien fonctionné, on ne le voit même pas sur le print. Sinon, il n'est pas possible de télécharger les timelapses à partir de mon ordinateur, que j'utilise leur logiciel Slicer ou même par interface web. Je n'ai pas trouvé aucun endroit pour télécharger mes timelapses, alors qu'avec les autres modèles, je peux le faire. Il faut absolument insérer une clé USB en avant,
aller dans la section dossier, puis là, on peut, dans la section vidéo, tout télécharger Timelapse sans aucun problème, puis ça fonctionne très bien. Je n'ai pas trouvé non plus la fonction pour annuler une pièce. Donc, si j'ai 10 pièces que je suis en train d'imprimer, il y en a une qui décolle, ben, je ne peux pas l'annuler. Alors ça, c'est un petit manque. Mais c'est quelque chose qui se corrige parce qu'on me dit qu'avec certaines modifications, on peut l'ajouter. Mais je n'ai pas voulu la modifier dans cette vidéo-là. Ensuite, je suis pas mal rendu. Dans les côtés négatifs, c'est pas mal ça. OK, c'est pas mal tout ce que j'ai vécu avec l'imprimante. Pour le reste, ça s'est bien passé. J'ai eu, comme je vous dis au début, les premiers prints que j'ai faits, quand j'ai commencé à faire les benchies, ben ça s'est carrément décollé. Là, je ne comprenais pas, pourtant je fais tout correct, mais c'était vraiment la première couche qui était pas assez écrasée. Alors, je l'ai corrigé et par la suite, ben, ça a très bien fonctionné, même que c'était bien collé. Par contre, pour le PETG, j'ai eu des décollements. J'ai pas eu le choix de prendre de la colle. Alors, pour le PETG seulement, j'ai mis de la colle, puis ça a réglé tous mes problèmes. Parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas marcher tout le temps avec la peur que ça décolle. Donc, le plateau PEI manque un petit peu d'amour pour ma part. Il aurait pu être un petit peu plus adhérent pour l'impression. Je trouve que c'est pas dommage, mais je ne suis pas supposé mettre de colle. J'ai des modèles d'imprimante ici que je ne mets aucune colle pour le PETG puis ça ne bouge pas. Là. Donc, c'est pas grave en soi. J'ai déjà mis de la colle sur bien des imprimantes. Je n'ai jamais chialé pour autant. Donc, pour ma part, c'est pas un problème. Ensuite, j'ai pas vraiment eu d'autres problèmes. J'ai testé la coupure d'électricité. Ça fonctionne vraiment bien. L'imprimante, elle va se parquer en haut. Par contre, ça aurait peut-être pu être bien qu'elle tasse sa tête dans le côté pour éviter que le filament coule un petit peu, mais ça n'a pas été trop pire. J'ai enlevé le filament, puis je l'ai redémarré. Ça a été parfait, ça l'a redécollé. On voit à peine, on voit une petite démarcation, c'est minime, là. Mais on en voit une. Mais pour ne pas scraper un print, c'est pas choquant pas en tout, là. Ensuite, j'ai, comme je vous dis, ben, je pourrais peut-être... J'ai-tu d'autres points? C'est pas mal ça, non? Ça va... Je n'ai pas eu de problème. L'écran réagit bien. Les fonctionnalités sont pas mal là. La construction est faite solide. C'est vraiment une machine de guerre, là. C'est fou. Mais on va passer tout de suite aux impressions. Je pense qu'on va en parler. On est pas mal rendu là. Donc, j'ai fait toutes les impressions qui étaient dans l'imprimante sont en PLA. Ça, c'est un petit point que je trouve un petit peu, je dirais pas négatif, mais avez-vous remarqué que toutes les imprimantes sur le marché qu'on m'envoie, ils arrivent avec des impressions à l'intérieur, c'est toujours en PLA. Bon, tout. J'aurais aimé ça qu'ils nous mettent peut-être une impression en disant, ben ça c'est PLA, ça c'est PETG, ça c'est TPU. Ah, au moins je pourrais tester les 3 types de filaments qu'on utilise le plus, mais non, c'est tout au PLA. Donc, elle n'échappe pas au processus, c'est en PLA. Alors, j'ai toutes fait les impressions en PLA et ce que je trouve un petit peu dommage, petit point encore négatif, je veux dire, c'est que quand on utilise des impressions dans la machine, alors là, ça roule. Quand j'ai fait le Benchy, j'avais des points qui pouvaient aller à 1200, c'était vraiment fou, là. Ça se déplaçait vite, ça roulait vite, la machine travaillait bien. Les impressions étaient belles quand même pour une... Hey, 8 minutes le petit Benchy, puis il est quand même propre, là. C'est surprenant la machine, là. Les performances sont là. Mais tu arrives avec leur slicer, puis whoop, on n'a plus les mêmes performances du tout, là. Là, ça va moins vite, c'est tout paramétré à 300. Donc, leur slicer de Felson, il est parfait côté logiciel parce que c'est une base de Orca, mais les profils, ça manque d'amour. Alors, c'est vraiment des profils qui sont très low profile, qu'on va dire. Ils sont pas au top, là. Mais ça fait quand même le travail. Fait que je vais vous montrer les premiers prints que j'ai faits qui ont décollé. Et je vais ensuite vous montrer le petit Benchy que j'ai fait en 8 minutes 24 et l'autre que j'ai fait toujours en PLA au même temps, mais que décollé, mais que j'ai, coupé le courant. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc, voici le petit Benchy qui a décollé. Ça a été mon premier et mon deuxième. Ou ça, c'est le premier ou l'autre le deuxième. Je ne peux pas vous dire exactement, je ne m'en souviens pas. Sinon, ben, le résultat final. Donc, 8 minutes 24, puis c'est quand même propre. Je vais essayer de vous le montrer. Je le sais que c'est du blanc, mais c'est le filament qu'ils m'ont fourni avec la machine et j'ai voulu l'utiliser.
Alors, c'est pas évident de voir les défauts. C'est pour ça que je vais vous le montrer d'assez près pour que vous puissiez bien voir les défauts. Je vais même enlever la petite étiquette pour voir le dessous avec les reflets de lumière. Donc, si je regarde le dessus, pour 8 minutes, c'est assez surprenant. C'est sûr qu'il manque un petit peu de détails à des places, mais on s'entend que pour 8 minutes, assez impressionnant. Je vais même vous montrer la coupure d'alimentation que j'ai eue. Alors ça, c'est le Benchy toujours en PLA. Puis on voit une petite démarcation ici. Là. Si vous regardez bien, là, on voit, mais c'est quand même propre. Toujours en 8 minutes. Et voilà. Alors, c'est quand même pas choquant. Je vais essayer de vous montrer ici pour la ventilation. Ça, c'est toujours l'impression qui est fournie par le fabricant. Je n'ai pas slicé ce Benchy-là. Et voilà. Donc, ça, c'est quand même concluant, on va se le dire. À cette heure, je vais mettre ça là. J'ai fait ensuite, pour ajuster ma première couche, je me suis dit, je vais me faire un petit test. Donc, j'ai désigné, tout qu'un design, on va se le dire, un rond à 2 mm de 0.2, excusez, de haut pour justement tester ma première couche. Alors, ça m'a permis de l'ajuster et ça a vraiment bien sorti. Je vous montre ça. Alors, on voit qu'il y a des petites choses encore. C'est pas parfait, mais c'est quand même assez bien. Le dessous, ben, c'est propre. C'est pas facile à montrer, là, mais c'est quand même propre. Là. Et voilà. Alors, la couche est quand même parfaite, elle est solide, c'est parfait. On voit des petites vibrations, comme je vous dis. C'est là qu'on voit que le leader semble pas fonctionner parce que ma première couche aurait dû être uniforme. Donc, le leveling étant fait, la première couche devrait être parfaite. Mais on voit qu'à des places, elle est super belle, puis à d'autres places, elle est moins belle. C'est là que je me pose la question, est-ce que mon leveling est bien, fonctionne bien, est-ce qu'il est bien pris en compte? Alors, petit questionnement là-dessus. Sinon, j'ai fait d'autres impressions avec la même bobine de PLA, toujours. Alors, ça fonctionnait vraiment bien le PLA. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, j'ai fait ici, ça c'est toutes des pièces qui étaient dans l'imprimante toujours. Donc, il y avait ce petit phare ici. Donc, je vous montre ça. 1h15. Et voilà le petit phare. Il est quand même très propre. On peut voir qu'il a été fait en 1h15. Et je vais essayer de vous le montrer de près pour que vous puissiez voir les défauts. Mais dans l'ensemble, il est quand même propre. Là. Pour 1h15, je le trouve vraiment beau. Là. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Là. Et voilà. Donc, 1h15 pour le phare, pour ma part, eh bien, très bien. Et 30 minutes pour le petit personnage qui est ici, je vous le montre. Et voilà. Alors, 30 minutes pour le petit personnage qu'on a là. Il est quand même très propre. Donc, ça, c'est le temps. Alors, le dessous, c'est beau. Il n'y a pas beaucoup de défauts, je vous dirais. C'est vraiment parfait comme impression. Puis, la vitesse était au rendez-vous, bien entendu. C'est les fichiers qui étaient dans l'imprimante. Même chose pour celui-ci. Pour le genre de vase, le bac, là. 2h20, je vous montre ça. C'est un panier. On va appeler ça un panier. Alors, 2h20 que ça a pris. C'est quand même propre. Les couches, je vais essayer de bien vous les montrer. On ne voit pas beaucoup de défauts. C'est quand même très beau. L'intérieur aussi. Alors, très beau vase. Pour ma part, je suis vraiment satisfait du vase. Comme je vous dis, ça nous démontre bien que l'imprimante est capable de faire un travail excellent et rapide. Mais quand j'arrive sur le slicer, pas facile là. C'est là que les profils vont être très importants. Maintenant, le genre de chevalier avec son bouclier, je vous montre ça, il est vraiment beau. Alors lui, il était fait en 3h32. Et voilà. Donc, je vous montre le dessous et le résultat. Le petit bouclier. Alors, c'est vraiment propre. Je vais vous le montrer de plus près pour que vous puissiez bien voir les petits défauts.
s'il y en a, bien sûr, parce que moi, je trouve qu'il est quand même très propre pour une impression à cette vitesse-là. Et voilà. On voit tous les détails. C'est quand même assez impressionnant. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça pour le Chevalier. J'essaie de vous les montrer du mieux que je peux, là, mais je suis vraiment surpris de la qualité de l'impression. Alors, ça fait vraiment le travail, puis c'est rapide. C'est ce qu'on veut quand on a besoin de faire du prototypage, c'est exactement ce qu'on a de besoin. Maintenant, j'ai changé de filament pour faire d'autres tests. Alors, j'ai slicé avec le slicer. C'est là que j'ai vu que mes paramètres n'étaient pas très rapides. J'ai fait, ça je l'ai fait par contre avec le fichier qui était dans l'imprimante. Mais je voulais utiliser un autre PLA pour voir si on avait des défauts d'impression, parce que le blanc, c'est pas facile à voir. Puis c'est pas mal ça pour le PLA. Ouais, il va m'en rester juste un. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça a donné pour le fort avec un PLA noir. Et voilà, donc c'est le même temps, on parle de 1h15. Alors pour le noir, ça va vous permettre peut-être de mieux voir à la caméra s'il y a des défauts. Alors moi j'en ai vu peut-être un ici, là. On voit comme une petite enflure ici, là. Mais c'est quand même pas choquant. Rien qui n'est pas corrigeable. Alors c'est quand même assez propre. Les pointes sont belles, ça en pique. La pointe est vraiment belle. Alors on voit que l'extrudeur fait quand même un super de bon travail. Donc, c'est ça pour le fort en PLA noir. Et j'ai utilisé un filament que j'avais ici, que j'ai acheté, qui est genre multicouleur. Là. Il commence avec une couleur, puis après ça, il change de couleur. Puis là, je suis comme tombé avec cette couleur-là. Alors, je vous montre ça. 1h15 aussi pour celui-ci. Donc, 1h15. Et voilà. Je vais essayer de bien vous le montrer. Alors, c'est quand même bien. Il est imprimé comme ça, puis on voit que les pointes montent. Donc, il y avait quand même de l'overhang. Puis ça s'est bien passé. Alors, on peut voir que toutes les pointes avaient tendance à remonter. Sinon, ben, dans l'ensemble, assez propre. Puis ça a été slicé avec le slicer de FLSon. Donc, je ne suis pas fâché du tout du résultat sur cette impression-là. Toujours en PLA. Et je me suis dit, ben, il faudrait bien tester le mode vase. J'ai utilisé le même filament que lui, là. Ça, mais là, j'étais à cette couleur-là. Fait que ça vous donne une idée. Le mode vase fonctionne bien. Le vase que j'ai utilisé avait comme des sections dedans. Fait que là, des fois, on a tendance à penser que c'est l'imprimante qui a fait ces petites vaguettes-là. Mais non, ça fait partie du STL. Mais par contre, on voit que le profil gère très mal le vase. J'ai pas aimé la qualité de mon vase, mais il est quand même bien imprimé, mais la qualité n'est pas au rendez-vous du tout. Puis c'est pas l'imprimante. Là, il faut être honnête, c'est vraiment le profil qui, en mode PLA, mode vase, est pas top. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, on parle de 45 minutes pour l'impression mode vase en PLA. Alors, je vous le montre de très près. C'est important pour moi de vous le montrer de très près. Voyez-vous ici, là? Ça, c'est pas top. Mais quand on regarde les surfaces, c'est beau. Voyez-vous l'ondulation que je vous parlais? Ça fait partie du STL. Mais quand je tourne à certains endroits, hop, là, ça se gâche un petit peu. OK? Et ici, c'est surtout ici, dans les coins ici, là, que j'ai des petits défauts. Je vais essayer de vous les montrer, là, ici, là, on va y voir ici, là, comme ça. Donc, je vois qu'il y a des défauts. Comme ça, là, c'est pas parfait, parfait. Alors, le mode vase ne m'a pas impressionné du tout. C'est pas top, 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 top. Mais ça fonctionne. Comme je vous dis, mais c'est pas. On voit qu'il y a de la sous-extrusion. C'est mal calculé. Bien entendu, je n'ai pas calibré aucunement la machine. Je veux dire, j'ai pas fait de test de calibration pour le Pressure Advance, pour ci, pour ça, j'ai rien fait. Je l'ai vraiment installé là, puis j'ai fait les prints, j'ai slicé. Oui, si je veux l'amener à un autre niveau de qualité d'impression, il faudrait absolument que je fasse mes tests pour ajuster mes profils, pour avoir le bon débit, tous les bons paramètres pour mon filament que j'utilise. Puis ça, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps, ça me prendrait trop de temps, j'aurais pas le temps de faire mes vidéos. Maintenant, j'ai fait
de l'impression en mode PETG. Et oui, alors j'ai utilisé un PETG rouge et un PETG bleu translucide. Les translucides, là, je vous le dis tout de suite, moi je vais arrêter d'en acheter parce que ça prend vraiment un besoin précis pour ça, parce que c'est pas top, c'est pas beau, j'aime pas ça, moi. Moi, c'est pas mes types de filaments du tout, mais je l'ai quand même testé, puis ça a quand même fait un travail. Je vous montre ça. Puis encore là, le profil PETG n'était pas top. À la fin, j'ai acheté pour lui un peu, c'était moins pire, mais j'avais encore un petit peu de cheveux d'ange, j'avais encore des paramètres qui n'étaient pas top. Mais avec lui, c'était un petit peu moins pire. Donc, j'ai fait ce petit malaxeur à peinture en PETG translucide. Je vous montre ça. Et voilà, on parle de 1h13 minutes pour ce petit système pour mixer la peinture, quand même assez propre. Puis on voit ici qu'il y a comme un embout pour mettre sur une perceuse, qui est un embout hexagone. Alors c'est quand même, moi ce que je voulais voir, c'était surtout l'uniformité. Quand on le tient comme ça, puis il imprime, là, ben, je voulais voir si en hauteur rendu là, ça allait être quand même beau. Et on voit que ça a quand même bien sorti. Alors, encore une fois, l'extrudeur sur la FLSON S1 Pro fait un bon travail, mais le profil manque cruellement d'amour. Et j'ai même eu un décollage quand j'ai fait cette pièce-là. J'ai carrément ce morceau qui a décollé, je vais vous le montrer. Et voilà, il est en train d'imprimer, puis ça s'est bien passé, puis même, pouc, ça a parti. Fait que c'est là que je me suis tanné, j'ai dit, OK, on va mettre de la colle, j'ai pas le choix. Alors, c'est ça. Sinon, ben, j'ai fait ce genre de porte-crayon, porte-objet qu'on peut mettre sur nos bureaux. Quand même lourd, je pense que peut-être exagéré sur le remplissage. Alors, je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Il est c'est quand même beau, là, mais on voit toutes les séparations. Pourtant, j'avais 3 couches de mur, là, mais on voit les lignes apparaître. Fait que, il aurait fallu que je mette des murs plus épais, mais c'est pas vraiment le type d'impression qu'on doit choisir pour ce type de filament-là. Là. On s'entend, là. Donc, ça n'a pas donné les résultats que je voulais. Voyez-vous, toutes les lignes qu'on voit, c'est toutes les lignes à l'intérieur. Alors, on voit un petit peu de cheveux d'ange, mais quand on regarde les murs, c'est quand même assez uniforme, c'est quand même propre. C'est ce que je voulais surtout voir en faisant ce type d'impression-là. L'intérieur quand même bien. Alors, le dessous, c'est propre. Donc, ça a quand même donné un bon résultat. Toujours par défaut, bien entendu. Ensuite, j'ai dit, OK, on va essayer d'optimiser un petit peu le profil à peine pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai fait mon système d'attache pour mes sacs à chips, à sucre, pour le sucre et la farine. Ça, j'adore ça, ce petit système. Je m'en fais tout le temps. Alors, je vous montre ça tout de suite. 2h05 minutes, comme je vous dis, c'est long un peu pour ce type de produit. Ça aurait dû être fait, d'après moi, en dedans d'1 heure, mais les profils sont quand même très doux. C'est pas agressif du tout comme profil, puis ça ne met pas la machine non plus en valeur parce qu'elle est capable d'aller pas mal plus vite. Je vous montre ça. Alors, voici le système d'attache pour les sacs de sucre, farine et autres. Alors, c'est quand même propre. On va enlever ça, je vais le mettre là. Et on peut l'ouvrir pour enlever cette partie-là. Et voilà, puis on peut dévisser ça ici. Alors, tout a bien fonctionné, c'est propre. Voyez-vous, c'est quand même parfait à mon avis. Et cette partie-là, qui est quand même très propre aussi. Alors, on voit que la machine est capable de faire des très belles... Puis, ça fonctionne. J'ai pas eu besoin de... Ça s'est très bien détaché. Ça a fonctionné du premier coup. Puis ça, on voit ici, c'est notre attache de sécurité pour empêcher que ça s'ouvre. Donc, on vient l'insérer comme ça ici. Ici, comme ça. Et voilà. Puis ça fait que ça ne peut pas s'ouvrir. Le sac, là, il est facile à ouvrir. Mais lorsque vous allez mettre un sac, ça va lui donner une pression. Puis ça va être parfait. Donc, c'est un morceau-là, merveilleux pour ma part. Et j'ai fait un genre de vase. C'est un fichier que j'ai trouvé, je pense, sur Thingiverse. Le fichier en tant que tel n'était pas parfait, mais il aurait dû être plus beau que ça, à mon avis, parce qu'on voit que le slicer a fait des choses, là, pas encore... le profil n'était pas top. Je vous montre ça. Ça a pris 11h10 minutes, alors que d'après moi, avec cette machine-là, 5-6 heures, c'est fait, là. Mais c'était doux. Elle se déplaçait pas vite, puis tu voyais que mes profils n'étaient pas top. Je vous montre
Donc, 11h10. Voyez-vous le dessous et je vous montre. C'est là que vous allez voir certaines petites imperfections qui sont quand même minimes. Là, j'essaie de bien vous les montrer en tournant tranquillement, puis en vous montrant bien les défauts. Malgré que il faut quand même être un petit peu perfectionniste, là, parce que c'est quand même beau, là. OK, puis si je regarde plus bas, même que j'ai ici, là, en dedans, à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer, on voit une petite démarcation ici, là. C'est pas facile de la montrer à la caméra, mais ici, parce qu'il est arrivé dans le creux là, ça a comme créé une petite démarcation. Rien de trop choquant, mais c'est quand même assez propre comme impression. Alors, quand même satisfait pour le vase en question. Il est quand même assez lourd, on le sent. Et je me suis dit, on va tester le TPU. Tant qu'à être jackass, on va le tester. J'avais une grosse appréhension. J'ai dit, oh, je pense que je me mets d'un frais à tester le TPU sur cette imprimante-là. Ça ira pas bien, je suis sûr. Ben, surpris. Surpris. Profil par défaut. J'ai pris un genre c'est un genre de couvercle qu'on vient mettre sur nos canettes de liqueur. Alors, quand on a une canette et qu'on n'a pas fini de la boire, bien, on peut venir mettre ce petit capuchon-là, puis ça vient clipser dessus. Ça fait vraiment bien. C'est pour les Coca-Cola. J'ai pris le modèle Coca-Cola. Je l'ai fait en 24 minutes. TPU, profil par défaut. Puis il a bien sorti. Je vous montre ça! Alors, 24 minutes, on enlève le sticker. On voit le logo qui est quand même propre. Et voilà, je vous le montre de tous les sens. Regardez les côtés. Profil par défaut, j'ai été surpris. Et l'intérieur, c'est pas choquant, mais pas pantoute. Pour du TPU. Et voilà. Donc, pour ma part, ça a vraiment bien fait le travail, le TPU, j'ai été surpris. Alors, pour le TPU, cette imprimante-là, parfait. Donc, c'est pas mal ça pour toutes les impressions que j'ai faites. Dans l'ensemble, je suis satisfait du produit, vraiment. Est-ce que c'est une imprimante que je me jetterais? Pour moi, non. Parce qu'elle est grosse. Je trouve que pour moi, où ce que je demeure, c'est un petit peu trop gros, un petit peu excessif en frais de poids et de grosseur. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait un atelier, qui fait du prototypage, même une petite industrie, une petite usine, une petite shop, ben c'est un bon choix. C'est une machine qui va vous donner des heures et des heures de travail. Elle est construite solide. Elle a quand même été bien pensée. Oui, il y a des petites lacunes, comme je vous dis, il y a des petits défauts, mais rien qui n'est pas corrigeable de la part d'Effelson. D'après moi, quand ils vont sortir des nouvelles versions de mise à jour de firmware, les AI devraient fonctionner mieux, le LIDAR devrait fonctionner, donc toutes les choses qui vont faire que la machine va prendre un sens plus intéressant. Pour le moment, je trouve que le prix, par rapport à la qualité de la machine, il est correct. Mais quand on regarde de la manière que le firmware travaille, de la manière que l'impression sort, puis tout, ben là, je trouve qu'elle est chère un petit peu. Puis c'est pas pour dire qu'elle est trop chère, mais elle vaut quand même au Canada 2300 $. C'est quand même un petit peu cher pour la qualité d'impression, la grandeur de plateau, le poids, puis tout. Mais si ils réussissent à me sortir un firmware, puis qu'il me l'optimise, puis qu'il me sort un slicer qui est parfait, ben là, ça devient une machine vraiment haut de gamme. Dans le sens que je vais pouvoir imprimer quelque chose de rapide, ça va être beau, puis ça va faire le travail. Donc, c'est mon constat. C'est une bonne machine, mais pas pour tout le monde. C'est pour plus les personnes qui ont vraiment besoin de ce type d'impression-là, ce type de produit-là. Alors oui, elle va répondre à vos attentes, ça je suis persuadé. Donc c'est pas mal ça qui met fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, le contenu, le produit. Je vais vous mettre des liens dans la description. Je pense que c'est même pas des liens affiliés, je me souviens plus. En tout cas, si ça en est, je vais vous l'écrire. Je suis tellement pas mon affiche. C'est pas drôle. Alors,
je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On a passé le cap du 100 000 abonnés. Vraiment apprécié, je vous remercie encore beaucoup. Le petit pouce en l'air, ça permet à la vidéo d'être recensée. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Encore aujourd'hui, à 100 000 abonnés, je réponds à tout le monde. Et la petite cloche, ben, ça va vous envoyer des notifications. Donc, si vous avez des choses à me dire par rapport à cette imprimante-là, écrivez-moi-les. Je vais regarder pour peut-être en faire une vidéo plus tard, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais essayer de la retester sur d'autres profils avec d'autres améliorations. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Non, mais ça a-tu du bon sens, une grosse boîte de main? On me voit juste la tête, c'est n'importe quoi. OK, on y va de même. Pas le choix. Maintenant qu'on a terminé tous les tests de calibration, je vais pouvoir passer maintenant à l'impression. J'ai trop dit maintenant souvent. Oh, Chris, ça décolle, ça. OK, il faut que je le recolle encore. Mais avant, on va regarder à l'ordinateur quel... non, j'étais bien parti. On est maintenant prêt à démarrer nos timelapses et nos impressions en timelapse.